Mesdames, Messieurs, ici votre capitaine. Nous annonçons notre descente vers l'aéroport Tunis-Carthage. Alors, quand le capitaine parle au début et le capitaine parle vers la fin, on sait que l'avion va bientôt atterrir. Nous allons atterrir en matière de conversation, de présentation et de panel avec un panel en toute beauté, construire une économie numérique inclusive. On va maintenant donner ce panel aux mains de sa modératrice, Madame Gertrude Koné-Duyere. Et elle est là avec ses panélistes Aram Belhadj, Nisa Shaddad, Nebras Jemer et Madame Hayati Nasreddine que nous avons déjà entendu au début de ce forum. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à un si grand panel que nous attendons avec ferveur. Akwaba. Alors que le panel monte, je vous explique ce qui va se passer à partir de 17h10. Quand le panel sera fini, il y aura la remise des prix de concours de start-up et il y aura au moins un tombola. Je vais confirmer, au moins un tombola, j'ai dit, et avant de terminer. Donc, il y aura des surprises. N'allez pas très loin. Madame la directrice, je peux vous apporter la... Ah, OK. C'est bien installé. D'accord, bienvenue. Et je vais revenir ici à 17h pour vous faire signe. Bon panel. Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Bonjour à tous. Super. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir les derniers panélistes du forum? Vous savez, c'est une lourde responsabilité que d'assurer la clôture d'un forum. Et là, je suis bien contente de voir que cette salle est plutôt pleine. En règle générale, c'est vraiment le désert. Mais aujourd'hui, vous êtes présents et ça me fait chaud au cœur. Je pense que les panélistes applaudissent. Alors, messieurs, dames, les panélistes, applaudissez votre public. Voilà. Ceci étant, je suis Gertrude Koné-Duyere, directeur exécutif de l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire et également je préside la commission de l'économie numérique et de l'entreprise digitale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI, qui est le patronat ivoirien. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver pour discuter de la question du mariage entre l'IA et la FinTech. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans un contexte mondial où la transformation numérique s'accélère, il devient essentiel de garantir que les avancées technologiques profitent à tous sans laisser personne de côté. Et dans ce contexte, l'intelligence artificielle et la FinTech représentent aujourd'hui des leviers puissants pour réinventer les modèles économiques et sociaux. En effet, tout en permettant aux entreprises du secteur bancaire et financier d'améliorer l'efficacité de leurs infrastructures, d'optimiser leurs pratiques en matière de gestion des risques et de détection des fraudes, l'IA va impulser une nouvelle dynamique à la relation client avec une expérience client quotidienne de plus en plus proactive, et ça, nos panélistes vont nous le montrer, avec des conseils financiers de plus en plus personnalisés, la conception de propositions de valeur plus proches des attentes des clients, y compris les besoins des populations les moins bancarisées. Et c'est ce dont il sera question tout au cours de notre discussion
parler de comment faire pour que les populations soient de plus en plus bancarisées. Alors, au cours de ce panel, on aura l'opportunité de découvrir différents aspects de cette révolution. On va parler d'accessibilité, de gouvernance, régulation, compétences, etc., avec nos éminents intervenants. Néna ne les a pas suffisamment présentés et moi, je voudrais pouvoir le faire très rapidement. Nous avons Aram Beladj, donc c'est un enseignant-chercheur économiste. Et nous avons également Nizar Shaddad, qui est directeur général des paiements et de l'inclusion financière à la Banque centrale de Tunisie. Voilà. On a également Nebras Gemel, qui est cofondateur CEO de Flussi by Kaun, une entreprise fintech qui vise à améliorer l'inclusion financière. Donc, vous voyez que déjà, on a quelqu'un qui est, du monde de la fintech, donc une start-up. On a la Banque centrale, on a le secteur de l'éducation, voilà, l'université, le secteur de l'éducation, de l'enseignement. Et puis, pour la fin, nous avons Ayatine Nasserdine, qui est directrice générale de la Banque postale des Comores. Alors, on ne pouvait pas faire une meilleure composition, n'est-ce pas? Alors, pour débuter, on va quand même parler de vos impressions. Il y a une révolution. Ça, on en parle depuis hier. On dit l'IA, c'est une révolution pour les DSI, pour les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez vu venir les choses? Quel a été votre état d'esprit à ce moment-là? Et puis, comment vous avez abordé les choses, chacun en ce qui le concerne? Eh bien, vous savez, depuis l'avènement de Google et de l'Internet au milieu des années 90, il fallait s'attendre à ce que l'évolution continue et qu'on arrive vers un support technologique de plus en plus avancé. Donc, je pense que depuis le début des années 2000, tout secteur confondu, que ce soit les sociétés, quels que soient les domaines, tout le monde se prépare justement à devoir intégrer la technologie au quotidien dans le développement des entreprises et dans le développement professionnel de manière générale. Alors, avec crainte ou bien avec beaucoup d'enthousiasme, comment vous avez abordé les choses? Un mix. Un mix. Étant un cadre de la Banque centrale, ces avancées technologiques et cette révolution digitale s'invitent à toutes les industries, y compris l'industrie bancaire et financière. Et en qualité d'autorité de régulation, on se voit obligé de se réinventer et de s'inscrire pour, d'une part, saisir les opportunités et bien servir l'économie et l'usager, et d'autre part, contenir ou agir de manière proactive à cette prolifération des risques inhérents à ces avancées technologiques. Tout à fait. Je me tourne vers vous, de l'éducation, de l'université. Alors, c'était quand même beaucoup de stress en termes de cursus de formation, de curricula de formation. Il fallait tout réinventer rapidement. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. En fait, en tant qu'universitaire, je peux dire qu'on a vu venir cette avancée technologique. Mais ce qui a été sous-estimé, à mon sens, c'est peut-être la vitesse d'abord, l'ampleur et l'importance des enjeux. Et en tant qu'économiste, je pense que les enjeux sont énormes. Les enjeux, bien entendu, réglementaires, peut-être on pourra en discuter, mais également les enjeux socio-économiques. Sur le plan, bien entendu, scientifique, académique, il y avait pratiquement deux approches. Une approche qui est menée par les optimistes, entre guillemets, c'est les champétariens qui considèrent que en fait, les technologies, c'est un processus de destruction créatrice. Il détruit des emplois, mais crée un autre. Et il y a la vision ou l'approche des pessimistes qui considèrent que la technologie, ce n'est pas une bonne chose, surtout pour l'humain, quoi. Donc, un remplacement, il va y avoir un remplacement avec la robotisation, l'IA. Donc, il va y avoir un remplacement
de l'homme par la machine. Mais je pense que les deux, ils convergent vers une réalité impactante, c'est l'importance de la formation et de l'éducation. Merci. Alors, pour Nebras, j'imagine que c'était, waouh, beaucoup d'opportunités, une belle occasion, mais il y a eu des défis. Et quels étaient-ils pour vous? Alors, en fait, moi, je suis né en 96. Donc, ma génération, c'est la génération qui est née déjà directement avec la technologie. Et l'intelligence artificielle, pour moi, c'était un sujet dont je m'intéressais lorsque j'étais au lycée. Et donc, c'est pas vraiment une transformation. C'est essentiellement, on vient d'une génération qui a vécu son enfance et sa jeunesse dans le monde digital. Et aujourd'hui, l'IA générative, c'est juste une étape supplémentaire, ou bien c'est l'avancée qu'on attendait dès qu'on était enfant. Et le challenge, c'était surtout comment est-ce qu'on peut convaincre peut-être l'utilisateur final, les régulateurs et le régulateur et le secteur bancaire d'adopter ces avancées-là et essentiellement d'adopter le point de vue optimiste au lieu du point de vue pessimiste. Et je crois que vraiment en Tunisie, on a été très chanceux parce que lorsqu'on a commencé notre travail presque en 2018, entre 2018 et 2020, il y avait des conversations entre tout le secteur des startups et le secteur financier chapeauté par la Banque centrale. Et on a été chanceux que le Covid, réellement, il vient et il impose une nouvelle réalité. Mais même après le Covid, cette réalité-là, c'est devenu vraiment... tout le monde est convaincu. Et on a bien sûr, on a face à nous aujourd'hui des vis-à-vis chez les régulateurs, des vis-à-vis chez les banques, qui sont vraiment convaincus des enjeux. Bien sûr, eux, ils raisonnent risque, nous, on raisonne plutôt opportunité. Mais c'est une convergence qui est vraiment différente du dynamisme de 2018-2019. Et aujourd'hui, avec les avancées de l'IA générative qu'on voit aujourd'hui, ça commence d'accélérer de plus en plus parce que finalement, on se trouve à travers des vis-à-vis qui utilisent cette IA générative dans leur travail finalement, parce que vraiment, utiliser ChatGPT ou utiliser Gemini, même pour écrire des rapports ou même pour demander des questions, ça a vraiment changé l'attitude même des gens qui nous montraient, qui étaient résistants au changement en 2021, 2022, 2023. Donc pour nous, vraiment, on est dans le champ optimiste. Bien sûr, on comprend les risques, on comprend qu'on doit raisonner risques, mais c'est notre rôle en tant que FinTech et en tant que jeune d'être le moteur local surtout, parce qu'on veut une technologie, en Tunisie, on veut une technologie tunisienne, on veut une technologie africaine, et on ne veut pas juste adopter des technologies qu'on vient d'importer et les imposer à la réalité locale. Et donc, on est vraiment optimiste et je crois que le futur, il est dans l'IA. On aura compris que pour vous, votre plus gros défi, c'était de faire partager votre enthousiasme à vos publics cibles. Exactement. Tout à fait. Merci. Alors, je vais revenir à Hayati au niveau de la Banque populaire. On sait qu'historiquement, les banques postales ont une relation de proximité avec les populations les plus vulnérables, surtout en ce qui concerne l'inclusion financière. Pour vous, est-ce que, à ce niveau-là, à partir de votre expérience, est-ce que vous pouvez partager avec nous d'ailleurs, hein, en matière d'action concrète pour l'inclusion financière, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui a été vraiment spectaculaire, qui a mené un changement décisif en matière d'inclusion financière avec des solutions basées bien évidemment sur l'IA? Oui, alors, vous savez, si l'on prenait l'exemple des Comores tout particulièrement, je viens d'un petit pays constitué de plusieurs îles qui représente environ 1 million d'habitants. Sur 1 million d'habitants, on a environ 30% de la population qui est bancarisée, ce qui n'étonnera personne parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, particulièrement en Afrique, la bancarisation n'est pas encore totale.
Et dans cet élan de digitalisation, de numérisation, une des premières questions et des premiers sujets portés par la Banque centrale des Comores, c'était justement cette bancarisation et les outils digitaux se sont présentés comme un levier stratégique pour cela. La Banque centrale comorienne vient de lancer concrètement un projet que l'on appelle les agents bancaires, qui sont des agents d'intermédiaires, qui vont venir renforcer ce réseau de proximité traditionnel des banques postales, puisque là, on a des agents un peu hybrides qui ne représentent pas une banque particulière, mais toute personne, le plus souvent issue de l'économie informelle, comme on appelle cela, va avoir la possibilité d'avoir accès à des outils à moindre échelle de la banque. En déposant, par exemple, ses revenus sur un outil digital. Et il va pouvoir faire des opérations à la banque en paiement, en passant bien évidemment par les banques. Et puis, à terme, ça permet de constituer, de suivre ce client informel. Et donc, ça crée un KYC en direct, si je puis dire, jusqu'à accompagner le client à devenir client de la banque classique. Donc, c'est un exemple très concret de ce qui est en train de se faire actuellement aux Comores, en utilisant les outils actuels de digitalisation au service de la bancarisation et de l'inclusion financière. C'est-à-dire que jusque-là, dans la banque traditionnelle, c'est le client qui va à la banque. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous sommes obligés de nous adapter au contexte et donc c'est la banque qui doit aller vers le client. Et avec ces outils de cette dernière génération, eh bien, partout en Afrique aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on se trouve, à la campagne ou ailleurs, tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Alors imaginez maintenant, de n'importe où, depuis les champs ou n'importe où, de pouvoir faire une opération bancaire juste avec son téléphone. C'est formidable. Et donc, c'est ce contexte-là que justement aujourd'hui, les banques, sans exception, y compris les banques postales, c'est-à-dire que la banque de proximité traditionnelle n'a plus de sens aujourd'hui. On doit suivre cette nouvelle vague et utiliser ces outils justement pour recréer un nouveau modèle de banque. C'est parfait. Alors, je pense quand même qu'on peut applaudir l'expérience de la Banque comorienne. La Banque postale des Comores, pardon. Et bien évidemment, vous savez que je vais me tourner vers vous, Banque centrale de Tunisie, pour nous dire, quels sont les freins que vous avez connus dès le départ et puis quelles sont les solutions que vous avez pu apporter pour lever ces freins? En fait, pour le cas de la Tunisie et la Banque centrale, je pense que depuis 2017, je vois mes collègues des ex-directeurs généraux de l'IT à la Banque centrale, dont on est fier de travailler ensemble sur ces sujets. Depuis 2017, la Banque est convaincue qu'elle doit ouvrir la porte à cette jeunesse talentueuse qui est très dynamique en Tunisie. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons plus que 1000 startups, tout secteur d'activité confondu, et une centaine de fintech très talentueuses. S'entraider avec les différentes composantes de l'écosystème financier, notamment les fintech, en tant que banque centrale, pour comprendre la complexité de la nouvelle technologie. Est-ce une opportunité ou des risques et des menaces? Ce qu'on a pu faire, c'est commencer d'abord par mettre en place ce qu'on appelle Focal Point, ou un comité de coordination avec les fintech. J'étais très honoré d'être désigné le coordinateur de ce comité fintech en 2019. Et ça nous a permis, en un laps de temps très réduit, de se rapprocher de ce monde d'innovation financière et cette disruptive technology pour réinventer nos processus en interne à la Banque centrale, repenser notre cadre réglementaire pour qu'il soit smart, considère les bienfaits de la nouvelle technologie, se rapproche davantage
à ces nouveaux acteurs qui sont très prometteurs. Et à travers la sandbox réglementaire qui a été lancée en 2019, nous avons pu repérer des fintechs, une dizaine de fintechs à travers la première cohorte qui nous a permis de voir de près qu'est-ce qu'il faut entendre par EKYC et pourquoi ne pas s'aventurer de donner une autorisation sans avoir au préalable un cadre réglementaire bien établi qui vient d'être publié en 2024. Mais nous, en tant que Banque centrale, à travers cette sandbox et le fait de miser sur ces fintechs, nous avons donné l'autorisation à des fintechs et 4 institutions financières de permettre l'entrée en relation à distance, aussi bien aux usagers et corporate ou particuliers en Tunisie que notre diaspora à l'étranger. Et en termes d'impact, on le voit, et la dimension inclusive, elle est là, et la composante également digitale. Il y en a d'autres use cases, notamment le crowdfunding, il y a également cross-border payment, il y a même la CBDC. Nous avons eu la chance d'échanger avec une des fintechs qui a été acceptée à travers la cohorte et la sandbox, une fintech qui a conçu ce qu'on appelle le dinar digital, c'était en 2019. Et la Banque centrale le testait pendant 9 mois, à petite échelle, en grandeur réelle, et on fait ce monitoring pour s'assurer est-ce qu'il y a des aléas tout autour et quel type de cadre réglementaire fallait-il le mettre en place. Donc, en tant que Banque centrale, la leçon apprise par rapport à cette expérience, c'est en tant qu'autorité de régulation, on doit ouvrir la porte à cette jeunesse pour comprendre ensemble la technologie, relever ensemble ou lever ensemble nos challenges, nos défis. Le taux d'inclusion financière, malheureusement, n'a pas encore décollé, n'a pas dépassé les 30%, voire les 40%, je m'excuse, bien que nous avons 24 banques à la place avec 3000 points de vente, en donnant confiance à des acteurs qui ne sont pas des banques ni la Poste, c'est ce qu'on appelle les établissements de paiement. Ces établissements de paiement, avec l'agilité, avec la maîtrise du data et le user experience, ils ont su se rapprocher à cette clientèle qui est moins servie, mal servie, non servie, pour les inclure dans cette finance. C'est beaucoup de challenges. Par rapport à ça, on va l'échanger peut-être par la suite et le partager avec vous tout au long de ce panel. Tout à fait, merci. Alors, en règle générale, ce qu'on a comme lieu commun, c'est que les banques centrales ne sont pas du tout dynamiques, ne sont pas dans l'air du temps. Mais là, vous venez de casser les codes et c'est un vrai plaisir de constater qu'en Tunisie, les choses bougent. Merci beaucoup. Et vous avez parlé de FinTech, donc je vais m'adresser aux représentants des FinTech ici. Alors, vos rapports avec la Banque centrale, c'était comment? Et également, comment vous abordez la question de la confiance? Parce qu'aujourd'hui, FinTech, ce sont les petits poussés, ils sont très agiles et tout, mais ils sont tellement débordants d'enthousiasme qu'ils font peur. On se demande, est-ce que toutes les garanties existent en termes de protection des données personnelles, en termes de confiance numérique? En fait, on a eu la chance, c'est pour ça que j'ai dit on était chanceux, on a eu la chance d'être parmi cette première cohorte de la sandbox réglementaire en Tunisie. Et on a travaillé sur l'usage de l'IA, notamment sur la partie vision par ordinateur, pour l'enrôlement digital. Dans le cadre de la sandbox réglementaire, avec la Banque centrale, on a fait une expérience en Tunisie qui a touché plus que 10 000 Tunisiens pour la collecte des données et pour l'entraînement d'un algorithme qui compare les photos des cartes d'identité nationales avec des vidéos que l'utilisateur prend pour faire le process KYC. En fait, là, il y avait plusieurs challenges. Les challenges, c'était comment calibrer les algorithmes pour être sûr qu'on est au maximum inclusif tout en gardant un taux d'erreur ou un taux de false positive, des faux positifs qui est trop bas.
pour effectivement être dans les normes internationales. Et ça, c'était un très grand challenge, mais on l'a réussi ensemble avec la Banque centrale. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'au moins à travers notre plateforme, il y a plus que 110 000 Tunisiens qui ont ouvert des comptes bancaires 100% à distance, sans aller à la banque. Lorsqu'on dit 110 000 Tunisiens, c'est pratiquement 3% de la population bancarisée en Tunisie a été bancarisée digitalement. Donc 3%, c'est petit, mais vraiment, c'est aller de 0 à 3, c'est beaucoup plus difficile que d'aller de 3 à 30. Et d'un point de vue confiance, je crois que c'est pour ça qu'il faut travailler avec les régulateurs. C'est le rôle du régulateur d'avoir ce droit de regard sur nos pratiques, sur notre technologie. Et d'un point de vue respect de données personnelles, en Tunisie, on a des réglementations qui sont très strictes en termes de respect de la vie privée et de respect des données personnelles. Et donc, toute notre data doit être hébergée en Tunisie, dans des solutions cloud nationaux. Ça complique les choses, mais c'est notre rôle de trouver les meilleures solutions pour résoudre ce problème-là. Et par exemple, dans l'IA générative, l'une des solutions qu'on a trouvées à ce problème-là, c'est utiliser des modèles IA installés en Tunisie qui ne font rien qu'obfusquer les données personnelles des clients avant de passer la requête à des modèles internationaux. Et donc, par exemple, si on a, nous, et ça c'est en avant-première parce qu'on va lancer le produit au grand public, Inch'Allah, d'ici un mois, mais on a ça déjà en test interne. Donc, si je suis un client et je vais vers mon chatbot pour demander des questions, et ces questions-là ont des données personnelles, par exemple, ils ont un nom, ou bien ils ont un numéro de compte, ou bien un numéro de téléphone, on a un modèle IA qui capte cette information-là, qui l'obfusque, donc qui change cette information avec des tokens différents, et puis on passe l'information à un modèle qui est assez performant. On prend la réponse, on fait une opération de déobfuscation et puis on passe l'information au client. Et donc, c'est ce type de décision d'architecture que les fintechs et que nous, au moins, on a dû prendre effectivement pour garantir cet aspect-là, et toujours sous le regard du régulateur, parce que finalement, c'est l'autorisation de la Banque centrale qui a donné la confiance nécessaire aux clients pour télécharger notre application, pour l'ouverture des comptes bancaires. Et le résultat, c'est que 60% de nos clients, c'est des clients qui n'ont jamais ouvert un compte bancaire. C'est-à-dire, il y a presque 70 000 Tunisiens entre 2023, surtout entre 2023 et 2025, qui n'avaient pas de compte bancaire, qui, grâce à cette ouverture de la Banque centrale et grâce à l'effort qu'on a fourni en tant que fintech, ont finalement ouvert leur premier compte bancaire. OK. En tout cas, bravo pour ce qui a été fait déjà. Mais moi, je m'interroge toujours sur la question des biais algorithmiques, parce que c'est tout ça qui vient, ça constitue des grains de sable dans le système. Et comment vous avez pu adresser cela, mais de manière très, très brève. Hein. D'accord. Donc, rapidement, d'un point de vue vision par ordinateur, on a dû entraîner les algorithmes sur la data tunisienne. Parce que utiliser des algorithmes prêts à l'international, ça devient beaucoup plus difficile d'utiliser ou de trouver les problèmes nécessaires, par exemple à la carte d'identité. Et dans la partie IA générative, c'est encore le même process. Il y a des technologies comme le RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est des technologies qui nous permettent à donner à l'IA les textes réglementaires tunisiens pour avoir des réponses claires. Par exemple, si on va vers ChatGPT et on dit comment faire un transfert international de la Tunisie, on n'aura pas une réponse fiable. Si on va dans l'assistant Floussi pour demander comment faire une opération internationale en Tunisie, l'assistant, il prend directement le recueil des textes réglementaires bancaires tunisiens qui sont publiés par la Banque centrale, il trouve la réponse, il calcule la réponse en temps réel, il le passe au client. Et ça réduit le taux d'erreur d'une façon très importante. Okay, excellent. Et nous allons terminer avec l'éducation parce que on ne peut pas mettre en place, on peut pas aller dans une dynamique de développement d'une économie numérique, dans une dynamique de réduction du taux d'augmentation,
de l'inclusion financière, on ne peut pas aller dans cette dynamique s'il n'y a pas eu de la formation à la base, du renfort de capacité aussi. Alors, comment vous avez abordé ce virage? Qu'est-ce que vous apportez concrètement à l'administration? Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises à ce niveau en termes de construction de capacité? En fait, avant cela, si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit. En fait, parce que vous avez abordé la question des obstacles, il y a la question réglementaire, c'est très important. Et je pense que l'approche adoptée par la Banque centrale de Tunisie, c'est une approche, je dirais, rationnelle, cette approche itérative, la sandbox réglementaire. Moi, je pense qu'il y a quand même d'autres obstacles pour les questions de développement des think tanks et de l'utilisation des think tanks, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les think tanks. Tout d'abord, il y a la question, et c'est pas vraiment qu'en Tunisie, c'est dans tout le continent, c'est la question de l'éducation financière. À mon sens, en Afrique, on a toujours ce mindset du cash. Les gens, ils aiment beaucoup plus le cash. C'est pour cela que moi, je pense que c'est un véritable obstacle. Et les fintechs, effectivement, c'est l'une peut-être des réponses avec la proximité, avec la facilitation qu'elle offre. Je pense que ça peut être ou ça pourra être en fait une réponse à cette éducation financière. Deuxième point qui est très important, je pense, c'est la question des fuites des cerveaux. Et ce n'est pas spécifique à la Tunisie, encore une fois, c'est toute l'Afrique. C'est très difficile dans tous les pays africains de garder les meilleurs et de fédérer les compétences. Moi, je pense que ce sont des problématiques à laquelle les gouvernements ou bien les gouvernants et les décideurs doivent travailler à bras-le-corps pour trouver des solutions intéressantes pour le continent. Venant à l'université, il faut dire que jusqu'à maintenant, et en toute honnêteté, il existe encore ce cloisonnement entre l'entreprise et l'université. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous regardez par exemple le taux de chômage des jeunes ou le taux de chômage des diplômés, vous allez constater, pas seulement qu'en Tunisie, c'est dans toute l'Afrique, vous allez constater que le taux, il est très élevé. Et là, je pense que le rôle, que ce soit du monde professionnel ou bien du monde universitaire, le rôle, il est crucial. En fait, en ce qui concerne l'université, moi, je pense qu'il faut en fait développer encore et davantage des parcours scientifiques et techniques. Il faut intégrer dans les parcours classiques des modules qui s'intéressent beaucoup plus à la question de fintech, de l'intelligence artificielle et de produire peut-être en fait des formations qui vont avec la prolifération des technologies de l'information et de la communication. Donc tout ça pour dire que la responsabilité elle est partagée entre le monde professionnel et le monde universitaire. Il va y avoir, et je souhaite que le décloisonnement entre l'université et l'entreprise s'opère en Tunisie, mais également à l'échelle du continent. Merci. Vous gardez le micro. Un dernier tour de parole parce que Nena va bientôt venir nous arracher le micro. Et donc, alors, je vous donnerai l'occasion de pouvoir dire un mot supplémentaire. Alors, pour vous aussi, une recommandation à faire. Quelle serait-elle pour que l'inclusion financière numérique soit une réalité? Bon, moi, je pense, en fait, pour la casquette d'un universitaire, je pense que l'intelligence artificielle offre aux universitaires une occasion en or pour approfondir leurs recherches. Et je pense qu'un travail colossal doit se faire au sein des universités pour effectivement tester ou éclairer les décideurs sur les enjeux, surtout socio-économiques, du développement de l'intelligence artificielle et leurs effets sur l'emploi, entre autres. C'est très clair. Merci. Alors,
Hayati, elle n'a pas beaucoup de parlé, donc elle aura droit à 2 recommandations. Eh bien, écoutez, la première recommandation s'adresserait particulièrement aux régulateurs. Et ça tombe bien, j'ai une banque centrale à côté, à ma droite. Ce serait à partir du moment où le monde financier change avec cette révolution technologique, il est impératif d'adapter également la réglementation, c'est-à-dire d'intégrer le fait que désormais, la banque va devoir travailler avec une clientèle qui n'a pas le profil classique du client de la banque. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des procédures adaptées à cette nouvelle clientèle, pour le moins informelle, qui a désormais accès à la banque via ces nouveaux outils. On parle de portefeuille digital, on parle d'outils et d'applications et de wallets qui permettent de faire des opérations bancaires sans passer par la banque classique. Donc, il va falloir mettre en place des procédures et des mesures de suivi adaptées à cette nouvelle clientèle et surtout accompagner les banques à intégrer cette nouvelle population dans la sphère bancaire. Donc ça, c'est, comme vous me demandez de donner un deuxième conseil, eh bien, oui, ce serait plus pour nous, les banques. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir tous ces outils qui facilitent le quotidien de notre clientèle, mais il faut qu'on intègre le fait que ces outils-là ne viennent pas se substituer à l'humain, mais viennent être un support à l'humain. Donc, on a tendance, très souvent, on l'entend souvent, on se dit, avec l'intelligence artificielle, bientôt, ce sont les robots qui vont travailler à la place des hommes. Moi, je dis non. C'est comme un gouvernement, imaginons. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'un cabinet ministériel, on a juste le ministre et puis des robots qui font le travail des différents directeurs de cabinet. Mais est-ce qu'on peut remplacer un ministre par une intelligence artificielle? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui ne peuvent pas être robotisé. L'humain, il faudrait une intelligence émotionnelle. On a besoin de cette émotion. L'humain a besoin de cette émotion. Donc maintenant, l'adaptation qu'il va falloir faire, c'est peut-être monter en compétence dans une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire du marketing, d'aller à l'avant du client. C'est-à-dire, pour conclure, c'est que tous ces outils viennent pour faciliter le travail humain, mais pas le remplacer, parce qu'il y a toujours une part humaine, une sensibilité humaine que la machine ne pourra pas remplacer. Merci. Voilà. Alors, ça, c'était... elle vous fait un appel du pied. Elle dit qu'il faut encore plus de formation, n'est-ce pas? Banque centrale, vous avez été interpellé. En termes de recommandations, je dirais que les autorités de régulation du monde financier en général, la recommandation, c'est l'ouverture à l'écosystème, l'ouverture au fintech, big tech, la collaboration étroite avec les autres autorités de régulation, notamment data, la sécurité, la concurrence. Toutes ces autorités doivent mettre main dans la main pour concevoir un cadre réglementaire propice à encourager ou promouvoir l'innovation et une économie inclusive. Également, échanger entre nos homologues à l'échelle régionale et disons-le à l'échelle africaine. J'étais agréablement surpris de voir parmi nous nos amis, nos collègues, de ce continent africain pour échanger des expériences et knowledge pour bien servir et aller de l'avant, notamment cet end user, peut-être non averti, mais on est dans l'obligation de le servir en protégeant ses fonds et ses données. Merci beaucoup. Voilà. Et le dernier mot reviendra à la FinTech. Donc, une recommandation, une seule. Une seule recommandation, c'est... Il faut regarder à droite, Néna, elle est déjà là. D'accord. Donc, on doit faire court. Ma recommandation, c'est réellement au secteur financier.
D'accord. Ma recommandation, c'est vraiment au secteur financier, c'est qu'il faut passer une grande partie du plus-value généré par l'adaptation à l'IA vers le consommateur. Parce que l'avantage compétitif que cette technologie nous apporte, c'est vraiment réduire les coûts. On a déjà réduit les coûts de KYC, on réduit les coûts d'AML et on réduit les coûts des services aux clients. Et donc, éventuellement, cette plus-value-là ne doit pas être vraiment tout simplement gardée dans le secteur, mais elle doit être passée aux clients à travers soit des panoplies de nouveaux services, des prix moins chers, des comptes gratuits pour la population non bancarisée. Et donc, cette plus-value-là que la technologie elle apporte, elle doit impérativement être passée aux clients. Sinon, on ne va pas avoir un impact immédiat à l'inclusion financière de l'adoption de l'IA. Merci beaucoup. Et moi, je rajouterais à toutes ces recommandations qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup d'informations, de sensibilisation des populations. Tous les messages ont été adressés à nos gouvernants, aux régulateurs, aux entreprises, au secteur de l'éducation. Mais pour les populations, il faut toujours continuer de les informer, les sensibiliser. Et puis également, lors de ces campagnes de sensibilisation, il va falloir les faire parler, les écouter. Et ça, c'est essentiel. Si on veut pouvoir leur proposer des offres de valeur, il faut avoir une écoute bienveillante, une écoute active. Et sur ce, je terminerai en remerciant mes panélistes. C'était vraiment une lourde tâche pour le panel de clôture, mais vous vous en êtes bien tirés, je pense, et le public, je pense, partage cette opinion. Merci. Merci beaucoup, Merci. Madame Gertrude. Pour vous qui avez l'appli, elle avait annoncé ce panel et elle tient parole. Que c'est beau de vous avoir, que c'est beau d'avoir un si beau panel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.